Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action AbbVie. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence avec le cours de l'action d'AbbVie. Alors, on est sur quasiment le plus haut. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à cette action? On regarde ça. On est sur une croissance du chiffre d'affaires de 11% en médiane. 2024 s'est soldé par une croissance de 3,5%. On a pas mal d'acquisitions sur la période, donc 60 milliards d'acquisitions. On n'a pas eu d'acquisition sur 2024, donc on a eu ici une croissance organique de 3,71%. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup mieux, hein. On est sur un secteur qui est très mature, une entreprise qui est elle-même mature et qui consolide son marché. Donc quand on fait des acquisitions, ça booste bien la croissance, mais quand il n'y a pas d'acquisition, on est sur quelque chose d'assez faiblard en termes de croissance organique. On continue avec les taux de marge. On est sur un taux de marge brut de 70%, ce qui est très élevé, un signe d'avantage concurrentiel significatif. En revanche, ce taux de marge brut, il a un peu baissé depuis 2020. Donc ça, il fallait comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à maintenir les prix comme avant. Ça, rendez-vous dans les rapports financiers de l'époque. Ce qui est bien, en revanche, c'est que le taux de marge d'EBITDA, lui, c'est bien maintenu, voire augmenté sur la période. Donc on est sur une meilleure efficience opérationnelle. Donc c'est plutôt bon. Un taux de marge d'EBITDA à 47,5%, c'est quand même élevé. Donc pas mal là-dessus. Et le taux de marge net, en revanche, lui, depuis 2022, c'est la chute. Alors, est-ce que c'est à cause d'exceptionnel et est-ce que les free cash flow, en revanche, le taux de marge de free cash flow, lui, est plus élevé? Regardons ça. Donc là, c'est qu'on n'a pas la valeur, hein, c'est pour ça que le PFI met un 0, mais sinon, en fait, on se trouve à 28% ici. Donc, on est sur un taux de marge de free cash flow qui est bien plus élevé que le taux de marge net. Donc là-dessus, en fait, pas de problème. On est en plus assez stable. Ça s'est un peu effondré quand même depuis septembre 2024. Il faut voir pour l'année complète à combien vont se situer les free cash flow. Mais bon, donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même des taux de marge qui montrent que l'entreprise est quand même bien gérée. Continuons avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur des free cash flow qui sont largement plus élevés que les bénéfices nets. On a une amélioration du BFR qui a bien aidé, 44 milliards d'amélioration de la variation du BFR. On est sur des capex qui sont plus élevés que les dépréciations amortissements, donc on n'est pas sur une forte baisse des capex. Donc on doit être sur du other non-cash items. On a 171 milliards de other non-cash items. Donc là, qu'est-ce que ça peut être? Il faut aller voir un tableau de flux de trésorerie. Hypothèse, ce sont des provisions pour litige pour les procès, parce que cette industrie, donc les laboratoires pharmaceutiques, ont de nombreux procès tout le temps, donc ça impacte les bénéfices nets. Ce sont des dépenses non cash, mais jusqu'au jour où il faut éventuellement payer le procès. Donc pour lisser cet effet-là, on provisionne chaque année, on passe des provisions qui impactent les bénéfices nets mais pas les free cash flow pour éventuellement payer des procès qui seraient perdus. Et c'est pour ça également que je n'aime pas cette industrie, parce que c'est imprévisible les effets secondaires. Alors, pour aller aux entreprises, on utilisera plutôt les free cash flow pour être conservateur. Et on va regarder la rentabilité opérationnelle. On est sur une médiane de Return on Invested Capital à 22,5, mais la dernière publication donne un rendement des capitaux investis à 45%, donc c'est énorme. La croissance est bien plus faible que cela, même plus faible que la médiane de ROIC, donc c'est-à-dire qu'on dégage beaucoup de cash qu'on va pouvoir utiliser pour rémunérer l'actionnaire, ou faire des acquisitions, ou se désendetter, donc excellent à ce niveau-là. On continue avec l'endettement net du groupe. On est sur un niveau d'endettement qui commence à être un peu élevé, à plus de 2 fois la dette nette. Donc à quoi sert cette dette? J'ai l'hypothèse que c'est pour faire des acquisitions. Donc on a vu qu'on était en chute libre au niveau de la dette depuis 2020, et puis en 2023, hop, c'est reparti. Donc on s'est mis à se réendetter. On est quand même sur un niveau qui commence à être un peu dangereux au niveau de la dette. On est sur en plus plus de 4 fois les free cash flow. Donc que dit le management à ce sujet? Est-ce qu'il prévoit de rembourser la dette? Et auquel cas ça va faire un peu diminuer les free cash flow temporairement, ou alors est-ce qu'ils sont confortables avec ce niveau d'endettement? À voir dans les communications du management. On regarde maintenant le rendement de l'actionnaire. On est sur un dividende de 11 milliards qui est payé sur une market cap de 333 milliards. Donc si on fait 11 milliards sur 335, et hop, on a un rendement à peu près entre 3 et 3,5%, ce qui est vraiment pas mal. On est sur un rendement d'action. Alors on est sur pas de rachat d'actions. Enfin on est sur une dilution qu'il y a eu en 2020. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce qu'on a fait une acquisition, une OPE, où on a échangé des titres, donc on a fait une augmentation de capital pour échanger des titres, ou est-ce que on a dû, pour une raison ou pour une autre, faire appel aux actionnaires, avoir dans les rapports financiers de l'époque, et sinon si on zoome sur les dernières années, il n'y a pas vraiment de rachat d'actions, donc ça impacte un peu le rendement de l'actionnaire, qui se situe à 3,3%. Ce qui est, on va dire, correct. Dommage qu'il n'y ait pas de rachat d'actions. Le dividende, lui, il est pas forcément très sécurisé. Alors, il est en constante augmentation depuis le début de la période analysée. En revanche, si on normalise les free cash flow, allez, pour être plus optimiste, en prenant 50 free cash flow. Donc si on normalise les free cash flow, on a les moyens, on paye la moitié des free cash flow en dividende, donc ça reste soutenable. Peut-être que ces free cash flow là, ils sont cycliquement bas, et donc il faut pas en tenir compte pour le dividende. Ça reste à voir. Donc en situation, on va dire, sur un free cash flow médian, on a largement le moyen de payer ce dividende, qui a un rendement qui est déjà attractif, et peut-être éventuellement l'augmenter. Et si on est sur ce niveau de free cash flow, non, ça va pas continuer à augmenter. La valorisation du groupe, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA parce qu'on a beaucoup de dettes, et on est surévalué de 50% sur cette métrique-là. Alors dézoomons un petit peu, voilà, la surévaluation est moins importante sur une médiane 10 ans, mais ça reste quand même élevé. Si on se met en price to free cash flow, là c'est pareil, on est surévalué de presque de plus de 50%. Conclusion du dossier AbbVie. Vous connaissez ma réticence à investir dans ce secteur, donc moi je recommanderais jamais d'investir dans les pharma. Le timing est mauvais parce qu'il n'y a pas on est surévalué sur les multiples historiques du groupe. Il y a toutefois un rendement d'actionnaire qui peut être intéressant, donc si on veut rentrer sur du très long terme, pourquoi pas, puisqu'on aura le dividende qui permet de lisser un peu la volatilité, et si on a un point d'entrée qui est mauvais, de toute façon, si on conserve l'action sur le long terme, eh bien c'est plutôt la croissance des bénéfices qui fera monter le cours de l'action, et pas la variation du multiple. Donc pourquoi pas sur le très long terme. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.